Bonjour donc et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui au décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Un peu plus de 2 ans après leur publication, les directives 2014-24 et 2014-25 du 26 février 2014 ont été entièrement transposées. Alors, outre les 5 avis et l'arrêté du 29 mars dernier, la publication des 2 décrets du 25 mars 2016 qui ont été pris en application de l'ordonnance du 23 juillet 2015, que nous avions présenté lors d'un précédent rendez-vous expert. Donc ces 2 décrets marquent clairement la dernière étape de transposition de ces directives en droit français. Cet ensemble de textes remplace depuis le 1er avril dernier le désormais célèbre Code des marchés publics. Dans le cadre de ce webinaire, seul le décret 2016-360 nous intéressera. Ce texte fixe le régime de passation des marchés publics et des marchés de partenariat en détaillant les différentes procédures applicables ainsi que les modalités d'exécution, tant sur le plan financier que de la modification. En attendant le futur code de la commande publique qui ne sera pas publié avant au moins 2018, quelles sont les principales modifications et innovations contenues dans ce décret du 25 mars 2016 concernant les phases de préparation, de passation et d'exécution des marchés publics, ainsi que les marchés de partenariat. Donc Nathalie Ritchie, avocat à la Cour au sein du cabinet Seban et Associés, spécialisée en droit des marchés publics, des délégations de services publics et en droit d'énergie, va décrypter les dispositions essentielles de ce décret. Avant de vous laisser la parole, maître, je vous rappelle que donc les participants ont à tout moment la possibilité de poser par écrit leurs questions en cliquant sur l'onglet questions. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert. Donc nous allons tenter dans la demi-heure qui suit de vous présenter les principales innovations qui ont été apportées par ce décret du 25 mars 2016, tant dans ce qui concerne la préparation des marchés publics, leur passation, leurs modalités d'exécution et également on fera un petit focus pour terminer sur les marchés de partenariat dont le régime est désormais prévu par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et ce fameux décret du 25 mars 2016. Au préalable, avant donc d'étudier tout ce qui concernera la préparation des marchés publics, nous souhaitions revenir sur les dispositions des articles 1 à 3 de ce décret du 25 mars 2016 qui viennent préciser le champ d'application de ces dispositions. Tout d'abord, et comme l'a rappelé Monsieur Do en introduction de ce rendez-vous expert, il faut noter que ce décret numéro 2016-360 ne s'applique qu'aux marchés donc soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015, à l'exception des marchés publics de défense et de sécurité, qui eux sont régis par un second décret qui date du même jour, mais qui est le décret numéro 2016-361. Et enfin, une évolution assez importante, c'est l'article 2 du décret 2016-360 qui revoit quelque peu les différentes catégories d'acheteurs qui sont soumis à ces dispositions. En effet, cet article prévoit donc une première catégorie d'acheteurs qui est composée de l'État, de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Et cet article 2 du décret différencie cette catégorie d'acheteurs de ce qu'il appelle les autres acheteurs, qui sont composés essentiellement des entités qui étaient jusqu'alors soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 et à ses décrets d'application, parmi lesquels on peut citer les offices publics de l'habitat, Pôle emploi, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, certains établissements publics de l'État à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, et encore bien d'autres organismes. Il s'agit là d'une différence qu'il faut relever puisque ça impliquera notamment des modifications sur certaines procédures de passation ou certains régimes d'exécution, notamment financiers, de leur marché. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser à la préparation des marchés publics. Quelles sont les nouveautés apportées donc par le décret du 25 mars 2016 concernant la préparation des marchés publics? Donc la préparation d'un marché public comprend plusieurs étapes que vous devez bien connaître. Tout d'abord, il y a la définition et l'analyse des besoins. On insistera particulièrement sur cette étape puisqu'elle constitue la clé d'un
d'un achat réussi. C'est une phase qui garantit à la fois la bonne réussite de la procédure de passation d'un marché, mais qui va également conditionner l'exécution des marchés publics. Et j'insiste là-dessus, puisque vous le savez, les marchés publics sont des contrats dont les clauses ne peuvent en principe être modifiées que dans des conditions assez strictes, et ce, bien que nous le verrons, certaines modifications importantes ont été apportées au régime justement d'exécution des marchés publics et des conditions dans lesquelles ces contrats vont désormais pouvoir être modifiés. La préparation d'un marché comprend également une phase de définition des caractéristiques essentielles de son marché. Nous le verrons, là aussi, ce sera l'occasion lors de la préparation d'un marché pour les acheteurs de réfléchir notamment à l'allotissement de leur marché, avec là des modifications importantes qui ont été apportées par l'ordonnance du 23 juillet et son décret d'application, ainsi qu'au contenu de leur marché. Et enfin, la préparation d'un marché public permet la rédaction des pièces de son marché. Là encore, s'il n'y a pas de véritable évolution, des précisions ont été apportées par le décret du 25 mars 2016 concernant notamment la possibilité d'insérer dans les pièces de leur marché et dans la procédure de passation de leur marché des considérations en matière de développement durable. S'agissant tout d'abord de la définition et de l'analyse des besoins, c'est une véritable innovation qui a été apportée par le décret du 25 mars 2016. C'est la possibilité qui est désormais offerte à tous les acheteurs de pouvoir mener des études et des échanges préalables avec les opérateurs économiques, préalablement donc à la préparation, lors de la préparation de leur marché et préalablement à la passation et au lancement de leur procédure de passation de leur marché. C'est une technique d'achat qui existait déjà. Elle était déjà en pratique beaucoup utilisée par les services acheteurs, mais sans qu'elle ne soit véritablement reconnue par les textes, et elle avait d'ores et déjà été préconisée en matière d'innovation, notamment dans le guide de l'achat public innovant qui avait été donc paru par la direction des affaires juridiques du MINEF en janvier 2014. Désormais, cela est précisé et figure expressément à l'article 4 du décret du 25 mars 2016, tous les acheteurs peuvent, afin de préparer la passation de leur marché public, effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences. Vous le savez, cette possibilité avait été jusqu'ici admise sous le nom de sourcing ou de sourçage. Désormais, donc, on la retrouve sous ce terme d'études et échanges préalables avec les opérateurs économiques. Mais cette possibilité qui a été offerte par le décret du 25 mars 2016 n'est pas sans contrepartie, puisque immédiatement après cet article 4 est inséré un article 5 dans le décret du 25 mars 2016 qui vient responsabiliser les acheteurs véritablement dans cette étape de préparation de leur marché, puisque à la fois l'article 4 prévoit deux limites à l'utilisation des résultats et des échanges préalables. Tout d'abord, il ne faut pas que les résultats de ces études et échanges préalables qui peuvent être menés en amont avec certains opérateurs économiques viennent faire échec aux principes de libre concurrence et aux principes généraux de la commande publique. Il faut bien que les acheteurs, lorsqu'ils consultent ces opérateurs économiques, ne portent pas atteinte notamment au principe de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ensuite, et c'est l'article 5 du décret qui vient immédiatement le préciser, il faut que les acheteurs désormais prennent toutes les mesures appropriées pour que la participation d'un opérateur économique à la préparation de leur marché ne crée pas de distorsion de concurrence. Il s'agit là d'une véritable obligation qui est mise à la charge des acheteurs pour garantir l'égalité de traitement des candidats, notamment lorsqu'un opérateur économique a eu accès, du fait de sa participation directe, donc là on vise directement les opérateurs économiques qui ont été consultés lors de ces études et échanges préalables, mais également du fait de leur participation indirecte. Ça peut être notamment le cas du titulaire sortant du précédent marché. Donc le fait que ces opérateurs-là aient eu accès à des informations qui auraient pu être ignorées des autres opérateurs économiques pourrait susciter une distorsion de concurrence à laquelle les acheteurs sont désormais obligés de remédier. Et on verra qu'en contrepartie, ce n'est véritablement que si les acheteurs ne peuvent pas remédier à cette situation de distorsion de concurrence par une autre mesure que celle d'exclure un opérateur économique, qu'ils peuvent le faire via l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qu'on avait déjà abordé lors de notre précédent rendez-vous expert et qui concerne les interdictions facultatives de soumissionner. Deuxième étape de la préparation des marchés, c'est ce qui va concerner la définition des caractéristiques essentielles de leur marché. On le sait, cette phase de préparation des marchés permet à l'acheteur de s'interroger notamment sur la nécessité d'allotir ses marchés publics.
On l'avait déjà vu, c'est une des principales innovations qui a été portée par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Désormais, tous les acheteurs sont obligés d'allotir leur marché, sauf exception. Et l'article 12 du décret du 25 mars 2016 vient préciser justement les modalités de justification du non-allotissement d'un marché, puisque cette obligation d'allotissement est désormais renforcée, puisque tous les acheteurs vont devoir justifier dans leur document de la consultation ou dans le rapport de présentation du marché ou bien dans les documents relatifs à la procédure lorsqu'on parle de marché à procédure adaptée, des motifs qui ont justifié qu'ils n'ont pas alloti leur marché. Ensuite, on le verra, c'est l'article 12 également du décret du 25 mars 2016 qui vient le préciser. Il faudra que les acheteurs prévoient dans là aussi les documents du marché, les modalités selon lesquelles ils vont pouvoir mettre en œuvre la possibilité de limiter le nombre de lots auxquels un même opérateur économique peut candidater ou être déclaré attributaire. On l'avait également vu lors de notre précédent rendez-vous expert, l'ordonnance du 23 juillet 2015 permet aujourd'hui, en reprenant la jurisprudence qui était jusqu'ici en vigueur, de limiter le nombre de lots auxquels un seul et même opérateur économique peut candidater ou peut être déclaré attributaire. Le décret du 25 mars 2016 vient préciser que l'ensemble des acheteurs devra dans ce cas définir le nombre de lots maximal auquel un même opérateur économique peut répondre ou peut être déclaré attributaire, mais également la règle applicable lorsque cet opérateur économique sera désigné attributaire pour un nombre de lots qui est supérieur au nombre maximal qui a été fixé. Par ailleurs, les articles 15 à 19 du décret du 25 mars 2016 précisent le contenu du marché passé par les acheteurs. Il rappelle que tous les marchés supérieurs à 25 000 euros doivent être obligatoirement écrits. Il rappelle la possibilité de faire application des cahiers des clauses administratives générales pour tous les marchés soumis à la nouvelle réglementation. C'est là une précision bienvenue, notamment pour les acheteurs qui étaient jusqu'ici soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 et à ses décrets d'application. S'agissant des durées, pas de modification essentielle apportée par le décret du 25 mars 2016. On reprend le régime qui était peu ou prou celui fixé par le Code des marchés publics ou par l'ordonnance du 6 juin 2005. S'agissant enfin des prix, il faut noter qu'on a un régime différencié entre les deux catégories d'acheteurs dont je vous ai parlé en introduction, à savoir l'État, ses établissements publics autres industriels et commerciaux, les collectivités, établissements publics locaux et groupements sont soumis à un régime assez strict et qui ne diffère pas de celui qui était prévu par le Code des marchés publics, s'agissant notamment de la distinction entre les prix fermes actualisables ou bien les prix définitifs et les prix révisables. Et pour les autres acheteurs, qui sont donc essentiellement ceux qui étaient jusqu'ici soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, on a une liberté s'agissant de la forme et de la nature des prix, en sachant qu'il est bien sûr possible pour ces acheteurs-là de prendre en compte les dispositions qui sont applicables à l'État, aux collectivités, établissements publics, ou du moins de s'en inspirer. Troisième étape importante dans la préparation de son marché, c'est bien entendu la rédaction des pièces du marché, puisque la définition préalable de ses besoins doit conduire l'acheteur à rédiger de manière la plus précise possible les pièces de son marché. L'innovation qui a été apportée par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d'application du 25 mars est véritablement le fait qu'on consacre la possibilité, et même que ça devient une exigence, puisque les acheteurs doivent désormais prendre en compte lors de la définition de leurs besoins, leurs objectifs en matière de développement durable, et ce dans les trois composantes suivantes, la dimension économique, sociale et environnementale. Si cela était déjà prévu dans le Code des marchés publics et légèrement abordé dans l'ordonnance du 6 juin 2005, c'est désormais une véritable consécration dans l'ordonnance du 23 juillet 2015, et cette consécration est bien entendu précisé dans le décret du 25 mars 2016 qui prévoit donc la possibilité de recourir notamment aux spécifications techniques. C'était déjà une possibilité qui était offerte par le Code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005, mais désormais il est expressément prévu que les acheteurs ont la possibilité de se référer pour définir les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services à un processus propre à un autre stade du cycle de vie de la prestation considérée. Et ce, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition toutefois qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Donc c'est véritablement la prise en compte dans les spécifications techniques de processus qui peuvent concerner un autre stade du cycle de vie
de la prestation qui va être commandée par l'acheteur public. Et c'est là la prise en compte de manière beaucoup plus large que ce qui était prévu jusqu'ici, de l'ensemble du processus qui va permettre à un produit, à un service ou notamment à des travaux, d'avoir donc la possibilité de prendre en compte donc toutes les étapes du cycle de vie de ces prestations-là. Ensuite, l'article 10 du décret du 25 mars 2016 rappelle la possibilité donc pour les acheteurs d'exiger un label particulier. On avait notamment dans le Code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005 la notion de écolabel. Désormais, on a un article entier qui est consacré à la possibilité de prendre en compte ces labels en tant que moyen qui permettent de prouver à l'acheteur que les travaux, services ou fournitures répondent bien aux caractéristiques, là encore, d'ordre environnemental, social ou autre qui sont définies par l'acheteur, en sachant qu'il y a quand même certaines conditions qui sont strictement fixées par cet article 10 du décret concernant la possibilité d'exiger ces labels. Notamment, il faut, comme en matière de spécification technique, que ces labels soient liés, bien évidemment, à l'objet du marché. Et enfin, articles 13 et 14 du décret du 25 mars 2016, la possibilité réaffirmée d'avoir recours à des marchés publics réservés, c'est-à-dire la possibilité de réserver un marché public ou bien certains lots d'un marché public à des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés. On met bien là l'accent sur l'aspect social et la possibilité de tenir compte d'objectifs de développement durable dans leur dimension sociale au sein de vos marchés. Néanmoins, le décret précise bien qu'il faut mentionner dans l'avis de publicité ou dans les documents de la consultation la réservation de tout ou partie d'un marché public à ces travailleurs handicapés ou défavorisés. Après avoir abordé donc la préparation d'un marché public, on va le voir, le décret du 25 mars 2016 opère également de grandes innovations en matière de passation des marchés publics. Et les principales évolutions qui sont apportées par le décret concernent à peu près tout le processus de passation d'un marché public. On a essayé ici de sélectionner une dizaine de thèmes qui peuvent plus particulièrement vous intéresser, mais vous aurez bien évidemment tout le loisir de nous poser vos questions si ce que nous allons aborder dans les minutes qui viennent ne répondent pas pleinement à vos interrogations. Donc tout d'abord sur l'évaluation préalable du mode de réalisation du projet d'investissement. Ça a été une nouveauté là aussi apportée par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et qui est précisée là par le décret du 25 mars 2016. C'est une exigence qui s'applique pour les projets de grande envergure, puisque en application de l'article 40 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, désormais, les acheteurs ont l'obligation de procéder à une évaluation préalable du mode de réalisation de leur projet d'investissement, dès lors que les marchés publics qu'ils envisagent de passer portent sur des investissements dont le montant hors taxe est égal ou supérieur à 100 millions d'euros. Donc on est là sur des projets de très grande importance. Le but visé par cette disposition est véritablement de pouvoir permettre à un acheteur de faire le choix entre le bon mode contractuel à adopter. Est-ce qu'on est plutôt sur du marché ou sur de la concession? Et puis, en termes de marché, est-ce qu'on doit rester sur un marché public qui pourrait être un marché public global notamment, ou basculer sur un mode de marché public dit de partenariat. Les anciens donc contrats de partenariat, on reviendra sur ces marchés à la fin de cette présentation. L'article 24 du décret du 25 mars 2016 vient préciser véritablement le contenu de cette évaluation préalable qui doit comporter une présentation générale du projet et de l'acheteur, une analyse comparative en termes de valeur actualisée des différentes options de montage contractuel et institutionnel de la commande publique envisageable pour mettre en œuvre le projet. Donc c'est véritablement faire une analyse comparative en termes de coûts entre le recours à un contrat type marché public ou à un contrat concession et dans un marché public, un marché global ou un marché de partenariat. Et cette évaluation doit également comporter une présentation des principaux risques du projet, comprenant notamment les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire. Le cas échéant, l'évaluation doit également comporter une valorisation financière de ces risques. Il s'agit là également de permettre de distinguer entre un montage plutôt de type concessif ou plutôt de type marché public. Ensuite, le décret donc du 25 mars 2016 vient préciser véritablement les différentes procédures de passation des marchés publics. Là-dessus, le décret comporte un certain nombre d'articles qui vient nous présenter ces procédures et puis nous en expliquer le déroulement pratique. Donc les articles 25 à 30 concernent plutôt la définition des procédures de passation des marchés, tandis que les articles 65 à 76 du décret viennent nous préciser le déroulement pratique et opérationnel de ces procédures.
Vous le savez, l'ordonnance du 23 juillet 2015 distinguait entre les procédures formalisées, la procédure adaptée et les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. De ce point de vue, le décret reprend la même architecture. Nous avons donc tout d'abord des procédures formalisées que sont l'appel d'offres, le dialogue compétitif ou encore la procédure concurrentielle avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs ou la procédure négociée pour les entités adjudicatrices. Ces procédures formalisées donc concernent tous les marchés dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen. Là-dessus, pas de modification apportée par les nouveaux textes. On a par contre élargi les cas de recours à la procédure concurrentielle avec négociation. C'était véritablement une volonté au niveau européen que de faire de la procédure négociée la procédure de principe. On a quelques réserves là-dessus par rapport au contenu du décret du 25 mars 2016. Toutefois, on peut noter l'effort fait par le gouvernement pour élargir les cas de recours à cette procédure concurrentielle avec négociation, notamment en termes d'innovation ou lorsque le marché comporte des prestations de conception. À noter, les cas de recours à la procédure concurrentielle avec négociation ont été calqués, donc sont similaires à ceux de recours à la procédure de dialogue compétitif. Et il faut bien relever que cette procédure concurrentielle avec négociation ne concerne que les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ayant quant à elles recours à la procédure négociée, avec publicité et mise en concurrence préalable. Il faut par contre noter une réduction significative des délais minimaux de réception des candidatures et des offres dans l'ensemble des procédures formalisées, puisque désormais en appel d'offres ouvert, le délai de rigueur, le délai minimal de rigueur est un délai de 35 jours qui peut être amené à 30 jours. En appel d'offres restreint, nous avons un délai de 30 jours pour la remise des candidatures, puis de 30 jours qui peut être réduit à 25 jours pour la remise des offres. En procédure concurrentielle avec négociation, un délai minimal de 30 jours qui peut être amené à 25 jours. Et en dialogue compétitif, un délai réduit à 30 jours. Il s'agit là donc de délais qui ont été raccourcis par rapport à la précédente réglementation, mais qui restent des délais minimaux qui peuvent et doivent être adaptés par chaque acheteur en fonction de la nature et notamment du montant du marché qui va être passé. S'agissant ensuite de la procédure adaptée, donc on a une unification là dans les termes qui sont employés puisque maintenant pour l'ensemble des acheteurs on parle de procédure adaptée. Cette procédure adaptée peut être mise en œuvre dans deux cas. Premier cas, c'est le cas dans lequel le marché a une valeur estimée qui est inférieure au seuil européen. Là-dessus, pas de modification importante. Également, la procédure adaptée peut être mise en œuvre pour les services sociaux et autres services spécifiques. Donc, on a effectivement un avis qui a été rendu relatif au contrat de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques et qui liste un certain nombre de services sociaux et autres services, notamment les services de conseil juridique, on en parlera par ailleurs, qui doivent être passés en procédure adaptée, et ce, quel que soit le montant du marché envisagé. Ensuite, une nouveauté, une précision qui est quand même bienvenue en pratique et qui a été apportée par le décret du 25 mars 2016, c'est la possibilité, lorsque l'acheteur a prévu d'avoir recours à des négociations, d'attribuer tout de même son marché sur la base des offres initiales et ce, sans négociation. Il faut toutefois l'avoir indiqué dans les documents de la consultation. C'est tout ce qui découle de la jurisprudence concernant les clauses dites de « je me réserve le droit de négocier ». Désormais, tout ça figure dans le décret du 25 mars 2016. Les acheteurs vont donc pouvoir expressément prévoir dans leurs documents de consultation qu'ils pourraient ne pas avoir à négocier les offres, et ce même s'ils avaient prévu de mener des négociations avec les candidats. Enfin, troisième type de marché, ce sont les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Alors, il ne s'agit pas de marchés exclus, ce sont bien des marchés qui sont soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret du 25 mars 2016, mais qui peuvent être négociés, donc sans publicité ni mise en concurrence préalable. Il y a toute une liste de ces marchés qui figurent à l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. On a donc des marchés qui concernent notamment l'urgence impérieuse, le fait d'avoir aucune candidature ou aucune offre lorsqu'on a passé une procédure formalisée, si effectivement le marché ne peut être attribué qu'à un seul opérateur économique déterminé, le cas notamment des marchés complémentaires ou des marchés de prestations similaires.
toutes ces exceptions-là étaient déjà prévues dans les précédents textes. Il faut noter notamment, c'est là une différence assez importante, que désormais le décret du 25 mars 2016 prévoit que l'ensemble des marchés de services qui sont attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un concours doivent être des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. On le rappellera, mais le concours n'est plus en tant que tel une procédure de passation d'un marché public, mais un mode de sélection de projet ou d'un plan. Donc désormais, pour tout ce qui concerne notamment les marchés de maîtrise d'œuvre, ce sont des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, mais qui sont conclus avec le lauréat d'un concours. Et enfin, là aussi c'est une nouveauté, les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € hors taxe font partie désormais des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Un petit focus désormais sur les marchés de services juridiques, puisqu'on a désormais un régime qui est précisé par le décret du 25 mars 2016, mais qui ne nous donne pas exactement toutes les clés qui étaient attendues, notamment par la profession de l'avocature. On a tout d'abord l'article 30 du décret du 25 mars 2016 qui permet la conclusion d'un marché négocié, donc sans publicité ni mise en concurrence, comme je vous l'ai dit, pour tous les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 €. Donc sous 25 000 € hors taxe, bien entendu, on peut passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, même en matière de services juridiques. Ensuite, l'article 28 du décret nous précise que il est possible donc de passer un marché selon une procédure adaptée pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, parmi lesquels figurent notamment les services juridiques de conseil. Donc pour tout ce qui concerne les conseils, le conseil juridique, on est en principe tenu de passer un marché à procédure adaptée, et ce, quel que soit le montant de ce marché. Enfin, l'article 29 du décret du 25 mars 2016 nous précise que pour les marchés de services juridiques de représentation, donc tout ce qui va concerner le contentieux mais également le précontentieux, il est possible de conclure un marché dont les modalités de publicité et de mise en concurrence sont librement définies en fonction du montant et des caractéristiques du marché. Beaucoup d'interrogations donc sur l'application de cet article 29, puisqu'a priori le gouvernement a entendu distinguer ces marchés concernant les services juridiques de représentation en justice des marchés de conseil juridique qui, eux, doivent être passés selon une procédure adaptée. On s'interroge en pratique sur effectivement la manière dont déterminer ces modalités de publicité et de mise en concurrence de manière libre par rapport à la passation d'une procédure adaptée. Il faut peut-être bénéficier de la souplesse actuelle des textes pour passer sur des modalités de publicité et de mise en concurrence très allégées. En sachant donc que les services juridiques de représentation comprennent à la fois donc tout ce qui concerne le contentieux, la représentation légale d'un client devant les juridictions, mais également les services de consultation juridique qui sont fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure contentieuse. Donc c'est tout ce qui va concerner le précontentieux ou le conseil juridique lié à éventuellement la survenue d'un contentieux. Toutefois, et là c'est une précision quand même importante, le décret précise bien que certaines dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 demeurent applicables à ces marchés de services juridiques de représentation, notamment dans tout ce qui concerne l'étude et les échanges préalables avec les opérateurs, l'allotissement, le calcul de la valeur de son besoin et notamment les articles concernant l'analyse des candidatures, les offres anormalement basses ou encore l'open data. On reviendra sur toutes ces exigences-là. Des précisions importantes sont apportées également par le décret du 25 mars 2016 concernant la dématérialisation des procédures et la transparence. C'est effectivement un objectif qui a été visé par le gouvernement et qui avait été promu donc par les directives européennes concernant la dématérialisation des procédures, le but étant de passer au tout dématérialisé au 1er octobre 2018 au plus tard pour l'ensemble des acheteurs. Donc les décrets viennent préciser les obligations en matière de dématérialisation qui s'appliquent dès le 1er avril aux acheteurs. Tout d'abord concernant la mise à disposition des documents de la consultation. Donc depuis le 1er avril, on a désormais une obligation de mettre en ligne gratuitement et sur le profil d'acheteur les documents de la consultation. Pour le moment et jusqu'au 1er octobre 2018, cette obligation ne s'applique qu'aux procédures formalisées de l'ensemble des acheteurs
et pour l'État, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités, établissements publics et groupements, pour tous les marchés supérieurs à 90 000 € hors taxes. Donc on a bien une différenciation de régime entre les différentes catégories d'acheteurs. Par contre, à compter du 1er octobre 2018, cette obligation est généralisée à l'ensemble des acheteurs. Ensuite, s'agissant des communications et échanges d'informations entre les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs, on a là également une obligation de dématérialiser l'ensemble des communications et échanges d'informations à compter du 1er octobre 2018. Donc un peu plus de souplesse là-dessus, mais il faut retenir cette date du 1er octobre 2018 puisqu'à compter de cette date-là, tous les échanges d'informations avec les candidats et soumissionnaires devront être faits par voie dématérialisée. On rappellera seulement que c'est déjà le cas pour les marchés publics de services informatiques répondant à un besoin égal ou supérieur à 90 000 € hors taxes et que dans tous les cas, l'État, les établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités, établissements publics et groupements ne peuvent dès à présent pas refuser la transmission des plis par voie électronique. Enfin, s'agissant de la transparence des procédures, on a une obligation donc de ce qu'on appelle d'open data qui est précisée par l'article 107 du décret, puisque là encore, à compter du 1er octobre 2018, tous les acheteurs devront, et pour tout leur marché, quel que soit leur montant, publier sur leur profil d'acheteur les données essentielles relatives à la passation de ces marchés et c'est là le plus important, à leur modification en cours d'exécution. S'agissant de ces données essentielles, il s'agit peu ou prou de ce qui peut figurer dans un avis d'attribution. Donc il va y avoir effectivement un accès facilité à l'ensemble des données concernant la passation des marchés pour tous les opérateurs économiques et pour toutes les personnes qui pourront se connecter au profil d'acheteur, mais également cette obligation est élargie à toutes les modifications, donc tous les avenants qui vont être passés par les acheteurs vont devoir désormais faire l'objet d'une publication sur leur profil d'acheteur. Autre nouveauté apportée donc par le décret du 25 mars 2016, prévu donc par son article 59, c'est la possibilité désormais de régulariser les offres des soumissionnaires. Donc on a là un régime différencié entre les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation et les autres procédures dans lesquelles une négociation peut être permise. Donc, s'agissant des procédures d'appel d'offres et des procédures adaptées sans négociation, le principe demeure que les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables doivent en principe être éliminées par les acheteurs. On a toutefois un aménagement qui a été prévu donc par cet article 59 du décret du 25 mars 2016, puisque désormais les acheteurs peuvent autoriser dans leurs documents de consultation tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres irrégulières. Cet aménagement n'est prévu que pour les offres irrégulières, c'est-à-dire les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans le DCE, notamment parce qu'elles sont incomplètes ou parce qu'elles méconnaissent la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale. Il faut toutefois que cette régularisation puisse être faite dans un délai approprié, qui sera le même pour tous les soumissionnaires, et il faut bien évidemment que cela ne permette pas à l'acheteur de régulariser des offres qui étaient anormalement basses. S'agissant ensuite des autres procédures où une négociation est permise, le principe demeure là encore que les offres inappropriées doivent être éliminées. Toutefois, le décret du 25 mars 2016 qui reprend là aussi la jurisprudence administrative qui était en vigueur jusqu'ici, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, là encore à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses. Donc lors des négociations ou du dialogue, les acheteurs vont pouvoir permettre aux candidats et soumissionnaires de régulariser ou de rendre acceptables leurs offres. Toutefois, une fois que la négociation et que le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables doivent être éliminées. Et l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés, là encore, à régulariser leurs offres irrégulières dans un délai approprié. Donc on voit donc qu'on a sur les procédures où une négociation est permise 2 temps différents. Tout d'abord, avant la négociation, il est possible de régulariser les offres irrégulières ou inacceptables lors de cette négociation. À l'issue de la négociation, une fois que les offres finales sont admises, il est uniquement possible de régulariser les offres irrégulières.
Et dans tous les cas, que ce soit pour les procédures d'appel d'offres ou les procédures adaptées sans négociation ou dans les autres procédures où une négociation est permise, cette régularisation ne doit pas avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres. Donc on est plutôt là entre la simple rectification d'une erreur matérielle, comme cela avait déjà été admis par la jurisprudence, mais il ne faut quand même pas qu'on bascule dans la modification des caractéristiques substantielles des offres. On attend donc de voir comment la jurisprudence administrative va appréhender cette possibilité de régulariser les offres irrégulières. S'agissant ensuite de l'attribution des marchés publics, donc on s'intéresse là plus particulièrement aux articles 62 à 64 du décret. Le décret précise donc, mais comme cela était déjà le cas dans le Code des marchés publics ou les décrets d'application de l'ordonnance du 6 juin 2016, que l'acheteur doit se fonder sur différents types de critères de jugement des offres. L'acheteur doit ainsi se référer soit à un critère unique, qui est le critère du prix, ou bien le critère du coût, qui doit être déterminé selon une approche globale pouvant être fondée sur le coût du cycle de vie, et on reviendra ensuite sur ce qu'est cette notion de coût de cycle de vie, qui est nouvelle dans la nouvelle réglementation, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Et c'est là véritablement la possibilité de prendre en compte notamment les objectifs de développement durable dans les conditions d'exécution de son marché, parmi lesquels figurent le prix ou le coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Le décret fixe une liste, mais qui n'est pas exhaustive, de tout un tas de critères de jugement des offres sur lesquels les acheteurs pourront se fonder. On revient plus particulièrement sur le coût du cycle de vie, puisque c'est une notion qui est nouvelle dans le décret et dans l'ordonnance du 23 juillet 2015. Donc il s'agit d'une notion nouvelle qui permet aux acheteurs de prendre en compte lors du jugement des offres des soumissionnaires tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage. On en parlait tout à l'heure, c'est la possibilité véritablement de prendre en compte, au-delà du coût du service, de la fourniture ou des travaux qui sont exigés de l'acheteur public, les coûts qui entourent notamment le processus de fabrication, de recyclage, de conditionnement de ce produit, de cette fourniture ou de ces travaux. Donc le décret du 25 mars 2016 précise que cette notion de coût de cycle de vie fait référence aux coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que les coûts liés à l'acquisition, les coûts liés à l'utilisation, comme la consommation d'énergie et d'autres ressources, les frais de maintenance, les coûts liés à la fin de vie, notamment tout ce qui peut concerner le recyclage, comme les coûts de collecte et de recyclage. Et enfin, cette notion de coût de cycle de vie fait également référence aux coûts imputés aux externalités environnementales liées à un produit, à un service ou à un ouvrage pendant son cycle de vie, à condition là que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Notamment, ça peut être le cas lorsqu'on achète un véhicule de prendre en compte le coût des émissions de gaz à effet de serre et autres émissions polluantes que pourrait avoir ce véhicule, ainsi notamment que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Mais il faut bien garder en tête qu'il faut que ces coûts puissent être véritablement déterminés et avoir une valeur monétaire identifiable. Passons maintenant aux procédures de concours et aux marchés publics de maîtrise d'œuvre, puisque des précisions là et des souplesses ont été apportées par les articles 88 à 90 du décret du 25 mars 2016. S'agissant tout d'abord du concours, il faut noter que le décret du 25 mars 2016 met en œuvre des modalités de concours qui sont quelque peu allégées par rapport à la précédente réglementation, puisque le décret prévoit que l'acheteur détermine librement les modalités du concours. Les seules obligations qui demeurent imposées par le décret sont d'une part la publication d'un avis de concours et d'autre part le respect de l'anonymat, comme cela était déjà prévu. Ensuite, on s'interroge véritablement sur la composition du jury. Est-ce qu'il s'agit d'une imprécision du décret du 25 mars 2016 ou tout simplement d'un allègement de la composition de ce jury, puisque les articles du décret nous précisent uniquement que le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et d'au moins un tiers de membres possédant une qualification professionnelle particulière lorsque celle-ci est exigée des candidats, ce qui était déjà le cas à la fois dans le Code des marchés publics et dans le décret d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005.
Par contre, il ne figure plus aucune mention concernant la présence des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours. Disparition également de ce qu'on appelait les personnalités invitées, comme le comptable public, le représentant de la DGCCRF et les agents du pouvoir adjudicateur qui pouvaient être concernés par la passation du marché. Et on a également plus de mentions concernant la possibilité d'auditionner certaines personnalités par le jury. Donc, faut-il considérer que désormais le jury est composé de manière assez stricte et ne peut plus faire appel à des personnalités invitées ou bien à des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier? Une véritable interrogation demeure, en sachant que la seule précision apportée par le décret est que les membres du jury doivent être en principe indépendants des participants au concours. On relèvera tout de même que pour les collectivités, établissements publics locaux et groupements de collectivités, excepté les offices publics de l'habitat et les établissements publics sociaux et médico-sociaux qui sont expressément exclus de ces dispositions, les membres de la commission d'appel d'offres font partie du jury. C'est là une reprise de ce qui existait déjà dans les précédents textes. S'agissant des marchés de maîtrise d'œuvre désormais, donc deux cas de marché de maîtrise d'œuvre, deux modalités de passation des marchés de maîtrise d'œuvre. Tout d'abord pour les marchés répondant à un besoin dont le montant est égal ou supérieur au seuil des procédures formalisées. On a là encore une différenciation dans le type de procédure de passation qui peut être mis en œuvre en fonction des catégories d'acheteurs. Pour l'État, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités, groupements de collectivités, établissements publics locaux, ces marchés doivent être négociés sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats d'un concours restreint. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le concours n'étant plus une procédure, on renvoie désormais à ces marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, mais qui sont passés à la suite d'un concours restreint, sauf exception, puisque les textes prévoient notamment qu'en matière de réhabilitation d'ouvrages existants ou de réalisation d'un projet urbain ou paysager, ou lorsque le marché porte sur notamment des ouvrages d'infrastructure, les acheteurs ne sont pas tenus de passer un concours restreint de maîtrise d'œuvre. Et enfin, pour les autres acheteurs, on a maintenu la spécificité qui existait déjà dans l'ordonnance du 6 juin 2005 et ses décrets d'application, puisque ces acheteurs peuvent avoir recours au-dessus des seuils de procédure formalisée à n'importe quelle procédure formalisée, donc appel d'offres, dialogue compétitif ou procédure concurrentielle avec négociation, à condition bien entendu de remplir les conditions de mise en œuvre de ces procédures, ou bien peuvent, s'ils le souhaitent, passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats d'un concours restreint. Ce concours est ce concours est nécessairement restreint si les acheteurs sont soumis à la loi MOP. Enfin, s'agissant des marchés de maîtrise d'œuvre répondant à un besoin dont le montant est inférieur au seuil des procédures formalisées, a priori, on demeure sur une procédure adaptée, mais rien ne figure dans le décret. Dans le silence du décret, on peut toutefois présumer que, en dessous des seuils des procédures formalisées, les marchés de maîtrise d'œuvre peuvent être passés selon la procédure adaptée. S'agissant des marchés publics globaux, on l'avait vu lors du précédent rendez-vous expert sur l'ordonnance du 23 juillet 2015, on a une véritable consécration et une unification des marchés publics dits globaux, c'est-à-dire des marchés publics qui réunissent dans leur objet des missions de conception, réalisation et voire d'exploitation et ou maintenance. Donc deux catégories de marchés publics globaux qui nous intéressent plus particulièrement, ce sont les marchés de conception-réalisation et les marchés publics globaux de performance. On fera également un petit focus sur les partenariats d'innovation qui ont véritablement été là encore consacrés et dont le régime est précisé dans le décret du 25 mars 2016. Donc, s'agissant des marchés de conception-réalisation, le décret donc définit les motifs d'ordre technique qui peuvent justifier le recours à ce type de marché. Il faut que ces motifs soient liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Ensuite, le décret précise les procédures de passation de ces marchés. On est sur une procédure adaptée lorsqu'on est sous les seuils européens ou bien sur des procédures formalisées avec constitution d'un jury, mais qui n'est pas forcément exactement composé dans la même composition qu'un jury de maîtrise d'œuvre lorsqu'on est au-dessus des seuils européens. Et le décret du 25 mars 2016 prévoit, comme dans les précédents textes, le versement d'une prime pour tous les participants à ces marchés de conception-réalisation. Ensuite, s'agissant des marchés publics globaux de performance, ce sont ce qu'on appelait jusqu'ici les marchés dits de CREM et de REM, qui ont été unifiés sous cette appellation de marchés publics globaux de performance.
Leur définition figurait dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 et désormais l'article 92 du décret vient préciser qu'on est obligé d'allouer une prime aux soumissionnaires à ces marchés publics globaux de performance lorsque on leur demande de réaliser des prestations de conception. Et s'agissant des procédures de passation de ces marchés publics, elles sont identiques à celles prévues pour la passation des marchés de conception-réalisation égales ou supérieures au seuil. Donc on est sur des procédures formalisées avec constitution d'un jury, en sachant là encore que le jury n'est pas forcément exactement composé de la même manière qu'un jury de maîtrise d'œuvre. Ensuite, un petit focus sur les partenariats d'innovation qui sont véritablement une nouveauté de cette nouvelle réglementation. L'objet de ce partenariat d'innovation, c'est bien sûr de pouvoir engager des opérations de recherche et développement sur des produits, services ou travaux innovants et surtout de pouvoir acquérir ces produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc la véritable nouveauté de ces partenariats d'innovation, c'est de pouvoir ne pas remettre finalement en compétition les soumissionnaires au marché de recherche et développement qui, eux, faisaient déjà partie de marchés qui pouvaient être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Désormais, on a la possibilité d'acquérir les produits, services ou travaux qui sont issus de cette phase de recherche et développement sans avoir à remettre en compétition les soumissionnaires à ce marché de recherche et développement. Donc tout se fait dans le cadre d'une seule et même procédure qui se déroule en plusieurs étapes, donc qui est assez complexe finalement à mettre en œuvre. Ça concernera des projets d'innovation assez spécifiques. Il faut d'abord lancer une procédure négociée avec plusieurs candidats. Il va y avoir tout d'abord une première phase de recherche et développement avec chaque candidat qui va être menée en parallèle, avec la possibilité d'éliminer en cours de procédure certains candidats et de continuer la négociation avec les autres. Et ensuite, une phase d'acquisition éventuelle des travaux, fournitures et services résultant de cette phase de recherche et développement. On notera que jusqu'à présent, ces partenariats d'innovation n'ont pas véritablement été mis en œuvre et que très peu de projets ne semblent quand même éligibles à cette procédure très spécifique et assez complexe à mettre en œuvre. Enfin, s'agissant de l'achèvement de la procédure de passation des marchés, on a là également des précisions qui ont été apportées par le décret du 25 mars 2016, concernant tout d'abord l'information des candidats et des soumissionnaires. On a une obligation qui est différenciée en fonction de la procédure qui est mise en œuvre, puisqu'en procédure adaptée, on a l'obligation de notifier le rejet de la candidature ou de l'offre, alors qu'en procédure formalisée, on a une obligation qui est un petit peu renforcée, puisqu'il faut notifier le rejet et les motifs du rejet, ainsi que si cette notification intervient une fois que le marché est attribué, on a l'obligation de notifier le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre, ainsi que bien évidemment la date à compter de laquelle le marché peut être signé en tenant compte du fameux délai de standstill qui figure toujours dans le décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Donc voilà, une obligation un peu plus renforcée en matière de procédure formalisée, mais le décret du 25 mars 2016 vient bien affirmer qu'en procédure adaptée, on a cette obligation de notifier le rejet de la candidature et de l'offre à l'ensemble des candidats et soumissionnaires. S'agissant d'une demande de motifs détaillée, pas de modification substantielle apportée par rapport au précédent texte, puisque à la demande d'un opérateur économique, l'acheteur va devoir communiquer dans les 15 jours les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et le nom de l'attributaire. Ça, c'est pour ce qui concerne les marchés à procédure adaptée. Par contre, s'agissant des procédures formalisées, le décret précise que les informations relatives au déroulement des négociations ou du dialogue lorsque des négociations ou un dialogue compétitif a été engagé doivent être apportées aux candidats et soumissionnaires qui en font de la demande, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, lorsque on est après attribution évidemment du marché concerné. Ensuite, s'agissant de la publication d'un avis d'attribution, l'article 104 du décret est revenu de manière assez bien heureuse sur ce qui avait été prévu par le projet de décret qui avait été mis en concertation au mois de novembre dernier, puisque cette obligation de publier un avis d'attribution ne s'applique plus qu'aux marchés répondant à un besoin dont le montant est égal ou supérieur au seuil européen, donc uniquement sur les procédures formalisées, alors que, vous le savez, le projet de décret prévoyait que ce soit pour tous les marchés supérieurs à 25 000 euros. Donc là-dessus, le gouvernement est revenu sur cette exigence en limitant la publication des avis d'attribution au marché supérieur au seuil européen. Et cet avis d'attribution doit être publié dans un délai de 30 jours à compter de la signature du marché.
Enfin, s'agissant de la conservation des données, c'est là encore une nouvelle obligation issue de cette nouvelle réglementation. L'ensemble des acheteurs est tenu désormais de conserver les pièces constitutives des marchés pendant une durée minimale de 5 ans pour tout ce qui concerne les fournitures et services et 10 ans pour les marchés de travaux, maîtrise d'œuvre ou contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché. Et s'agissant des procédures, on a une obligation de conserver les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de 5 ans à compter de la signature du marché. Le décret du 25 mars 2016 apporte également des innovations en matière d'exécution des marchés publics. Et ces innovations donc sont essentiellement de deux ordres. Ils concernent d'une part l'exécution financière des marchés publics, puisque le décret va reprendre le régime existant sous l'égide du Code des marchés publics en matière d'avance d'acompte, de paiement partiel définitif, mais on le verra pour certains organismes, cela leur donne un régime d'exécution financière qui est stabilisé, alors que dans l'ordonnance du 6 juin 2005, aucun régime d'exécution financière n'était véritablement posé. Et ensuite, s'agissant du régime des modifications des marchés publics, c'est là la principale innovation, puisque le décret du 25 mars 2016 édicte un véritable régime relatif aux modifications des marchés, qui était jusqu'ici essentiellement jurisprudentiel. Donc, s'agissant de l'exécution financière des marchés publics, ce sont les articles 109 à 132 du décret du 25 mars 2016. Il faut noter qu'on a donc un régime différencié là aussi en fonction des catégories d'acheteurs, mais en sachant que le gouvernement est un petit peu revenu sur finalement la catégorisation qu'il avait prévue à l'article 2 du décret, puisque on a désormais donc deux catégories d'acheteurs. L'État, les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, collectivités, établissements publics et groupements, qui doivent obligatoirement appliquer les dispositions relatives aux avances à compte, régime des paiements partiels définitifs, garantie et financement. Les autres acheteurs, quant à eux, peuvent faire une application volontaire de ces dispositions, mais donc n'y sont pas tenus. Et par contre, c'est la principale nouveauté du décret du 25 mars 2016, qui concerne le cas des offices publics de l'habitat, puisque si les offices publics de l'habitat font en principe partie des autres acheteurs pour tout ce qui concerne la passation et le reste du régime d'exécution des marchés, pour ce qui concerne l'exécution financière de leur marché, ils font partie de la catégorie État et collectivités. Ils sont donc tenus d'appliquer les dispositions relatives aux avances, acomptes, régime des paiements partiels définitifs et garanties. S'agissant donc de ce régime d'avance à compte, régime des paiements et garanties, on a un régime qui est identique à celui qui était prévu par le Code des marchés publics, donc pas véritablement de modification là-dessus, puisque pour les avances, donc c'est applicable à tous les marchés supérieurs à 50 000 € et dont la durée d'exécution est supérieure à 2 mois. On a un pourcentage d'avance qui est toujours fixé entre 5 et 30% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie, et on peut aller jusqu'à 60% de ce montant si on exige la constitution d'une garantie à première demande. S'agissant des modalités de remboursement de l'avance, pas de modification apportée par rapport à ce qui existait dans le Code des marchés publics. Sur les acomptes, pas de modification particulière non plus, avec toujours la périodicité maximale de versement de ces acomptes fixée à 3 mois sauf exception. Sur le régime des paiements, pas de modification non plus par rapport à ce qui était apporté dans le Code des marchés publics sur le régime des paiements partiels définitifs. Les garanties non plus, on a toujours la possibilité de prévoir une retenue de garantie ou la constitution d'une garantie à première demande, ou encore la possibilité d'exiger une caution personnelle et solidaire. Enfin, sur le financement, pas de modification substantielle non plus apportée là-dessus, puisqu'on a toujours un régime de cession et de nantissement des créances qui est identique à celui qui était fixé par le Code des marchés publics et qui est désormais repris dans le décret du 25 mars 2016. Les véritables innovations résultent, donc comme je vous le disais, du régime des modifications des marchés publics, et ce régime résulte des articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016, puisque là, on a une véritable codification de tout ce qui concerne les modifications des marchés. À noter que le terme d'avenant ne figure plus dans la nouvelle réglementation. On parle uniquement de modification des marchés. Néanmoins, l'avenant nous semble devoir demeurer l'instrumentum de ces modifications et on peut supposer que les modifications des marchés publics passeront toujours par la conclusion d'avenants
entre l'acheteur et le titulaire de ces marchés. Il faut noter deux éléments de constance. C'est tout d'abord la transposition des règles jurisprudentielles qui sont relatives au caractère substantiel d'une modification. Vous le savez, une modification d'un marché public ne doit pas être substantielle, sinon elle conduit à conclure un nouveau marché. Là-dessus, le décret du 25 mars 2016 vient préciser ce qu'on entend par modification substantielle. Il ne faut pas que cette modification remette en cause les conditions de la mise en concurrence initiale. Elle ne doit pas bouleverser l'équilibre économique initial du contrat, ni modifier considérablement l'objet du marché, et elle ne doit pas avoir non plus pour effet de remplacer le titulaire initial du marché en dehors des cas prévus par les clauses de réexamen et des opérations de restructuration du titulaire initial. Les clauses de réexamen, on va en parler tout à l'heure. S'agissant des opérations de restructuration du titulaire initial, c'est tout ce qui concerne les cas de cession du marché, notamment lorsqu'on est sur une opération de fusion-absorption ou de cession partielle d'actifs, où effectivement on parle de cession du marché, qui ne peuvent donner lieu justement à une modification d'un marché. Autre élément de constance, c'est ce qu'on a appelé sous le remaniement des anciennes possibilités de modification. Sont maintenues dans la nouvelle réglementation la possibilité de passer des marchés complémentaires qui deviennent effectivement des prestations supplémentaires et non plus des marchés complémentaires. La notion de sujétion technique, si elle n'apparaît plus dans le décret du 25 mars 2016, recouvre finalement celle qui a été nommé donc les circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Et enfin, tout ce qui concerne les changements du titulaire du marché à la suite d'une succession universelle ou partielle du titulaire sont maintenus. C'est ce que je vous disais, tout ce qui concerne les cas de cession de marché. Par contre, il faut noter donc deux principales innovations qui sont apportées par le décret du 25 mars 2016. Tout d'abord, c'est la création de seuils en dessous desquels une modification est considérée comme non substantielle. Donc pour toutes les modifications qui s'inscrivent dans les seuils européens et qui ne sont pas supérieures à 10% du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures et à 15% de ce montant pour les marchés publics de travaux, on considère de fait qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle. Donc on va pouvoir modifier son marché public dans la limite de ces 10 et 15% sans avoir à se poser la question du caractère substantiel ou non de la modification. C'est là un véritable élément de sécurisation, en sachant, et je le précise bien, que cette notion de 10% et de 15% doit être appréhendée au regard de l'ensemble des modifications qui sont effectuées sur la durée totale du marché et non pas modification par modification. Et ensuite, c'est la deuxième innovation, apparaissent donc dans le décret du 25 mars 2016 de nouveaux cas de modification autorisée qui concernent l'insertion de clauses de réexamen, quel que soit le montant de la modification. Donc a priori, les acheteurs vont pouvoir insérer dans leur marché des clauses notamment de variation de prix ou des clauses d'options claires ou des clauses d'options qui soient claires, précises et sans équivoque et qui vont leur permettre de modifier leur marché. Par exemple, on peut penser à des clauses qui viendraient modifier quelque peu le périmètre de son marché. On pense notamment en matière d'achat d'énergie, la possibilité d'insérer de nouveaux points de livraison, ce genre de choses qui vont pouvoir donner lieu à un réexamen finalement de son marché sans avoir à passer par véritablement l'analyse de la modification substantielle ou non de son marché. Enfin, pour terminer sur cette présentation du décret du 25 mars 2016, on abordera rapidement les marchés de partenariat, puisque vous le savez, les marchés de partenariat sont désormais inclus dans ce nouveau corpus juridique composé de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016. Et même s'ils maintiennent un régime assez spécifique qui est, on va le voir, précisé par le décret du 25 mars 2016, ils sont désormais compris parmi l'ensemble des marchés publics qui peuvent être passés par les acheteurs. Donc plusieurs précisions sont apportées par le décret du 25 mars 2016 concernant les conditions de lancement d'une procédure visant à l'attribution d'un marché de partenariat, tout ce qui concerne l'achèvement de la procédure, mais également les modalités de financement et de rémunération du titulaire, et bien évidemment le régime d'exécution des marchés de partenariat. On a donc un régime concernant la passation et l'exécution de ces marchés qui est différencié des marchés publics, même s'il est inclus dans cet unique corpus juridique. Donc, s'agissant des conditions de lancement de la procédure,
Vous le savez, on a une obligation donc d'évaluation préalable du mode de réalisation du projet et une obligation de réaliser une étude de soutenabilité budgétaire pour la passation de ces marchés de partenariat. Le décret du 25 mars 2016 vient préciser notamment les seuils au-delà desquels un marché public de partenariat peut automatiquement être passé, c'est-à-dire entre 2 et 10 millions d'euros hors taxes en fonction de l'objet du contrat et de l'étendue des missions confiées à son titulaire. Tout ça est assez bien précisé dans le décret du 25 mars 2016. Les acheteurs peuvent passer des marchés de partenariat sans avoir à rentrer dans les autres critères de passation de ces marchés. Ensuite, le décret vient définir les différents éléments à prendre en compte dans le cadre de l'établissement du bilan qui est prévu par l'article 75. Vous le savez, un marché public de partenariat peut être passé soit s'il est au-dessus des seuils que je viens d'énoncer, soit s'il présente un bilan qui est plus favorable à la passation d'un marché public. Et effectivement, dans le décret du 25 mars 2016, on vient préciser les différents éléments qui doivent être pris en compte dans l'établissement de ce bilan. Et enfin, le décret du 25 mars 2016 vient préciser l'ensemble du circuit des avis et autorisations préalables à obtenir avant le lancement de la procédure, en sachant que on maintient l'intervention préalable de la MAP et du ministre chargé du budget pour autoriser le lancement de ces procédures de passation de ces marchés de partenariat. S'agissant des obligations relatives à l'achèvement de la procédure, là encore, le décret précise qu'il faut recueillir certaines autorisations préalablement à la signature d'un marché de partenariat, notamment l'accord des ministres chargés du budget et de l'économie et éventuellement l'avis de la MAP. Le décret précise également les modalités de financement de projets et de rémunération du titulaire. Je ne vous dresserai pas toute la liste exhaustive de ces dispositions. Il faut peut-être juste retenir que, comme l'avait prévu l'ordonnance du 23 juillet 2015, l'État, les collectivités, les autres organismes publics peuvent désormais participer au financement des investissements en participant de manière minoritaire, au capital social du titulaire de ces marchés de partenariat. Le décret du 25 mars 2016 vient préciser qu'il faut prévoir cette obligation dans l'avis d'appel à concurrence et dans les documents de la consultation. Enfin, s'agissant du régime d'exécution des marchés de partenariat, le décret vient fixer la part minimale à confier directement ou indirectement aux PME. Donc cette part minimale est de 10% du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le secteur ne le permet pas, bien entendu. Le décret vient également préciser que les délais de paiement sont ceux prévus par le décret du 29 mars 2013, comme en matière de marché public classique. Et enfin, le décret vient préciser le contenu du rapport de suivi de l'exécution du marché de partenariat de manière assez détaillée. Donc voilà pour ce qui concerne les marchés de partenariat. Et je vais repasser la parole donc à Monsieur Do. Bien, maître, je vous remercie pour cette présentation très synthétique d'un texte qui était quand même très dense et donc sur un laps de temps d'1 heure, l'exercice n'était pas forcément évident, donc je vous remercie. Alors nous allons essayer de prendre quand même quelques questions qui ont pu être posées, que ce soit par le chat ou par mail. Alors j'avais déjà 2 questions qui portaient sur l'article 4 du décret. Donc la possibilité du sourcing est consacrée, mais l'acheteur doit prendre les mesures appropriées pour ne pas fausser la concurrence. Alors, quelles peuvent être ces mesures appropriées? Et autre question sur cet article, une personne s'interroge sur la gratuité des études et de consultations préalables pouvant être réalisées avant le lancement d'une consultation. Oui, alors effectivement, c'est une vraie interrogation et c'est ce qu'on vous disait, on a à la fois ouvert la porte aux acheteurs pour mener ces opérations d'études et d'échanges préalables avec les opérateurs, mais on a quasiment tout de suite un peu refermé la porte. Les précautions peut-être qui doivent être prises dans la mise en œuvre de ce sourcing, ça ira plus vite en termes de vocable, c'est peut-être d'avoir l'approche la plus neutre possible et la plus transparente, donc mener des échanges par écrit, avec le plus d'opérateurs économiques possible, c'est-à-dire ne pas cibler ces études et échanges préalables avec un seul opérateur économique. Il faut véritablement que ces échanges soient menés en amont de la préparation du marché,
Donc, a priori, quand on n'a pas encore un cahier des charges qui soit définitivement fixé, il ne faut pas effectivement que ces études et échanges préalables permettent aux opérateurs économiques d'inclure des clauses qui leur seraient particulièrement favorables ou que ça aboutisse effectivement à orienter les cahiers des charges administratifs ou techniques au profit d'un opérateur économique en particulier. Et enfin, on peut aussi penser à toute la jurisprudence qui concerne notamment les conflits d'intérêts, et bien remettre à niveau l'ensemble des opérateurs économiques lors du lancement de la consultation en termes d'information. C'est-à-dire que c'est véritablement important que tous les opérateurs économiques bénéficient du même niveau d'information au moment du lancement de votre consultation. Donc bien fournir à l'ensemble des candidats et soumissionnaires potentiels le même niveau d'information que celui qui a pu être obtenu de la part notamment du titulaire sortant, mais également de tous les opérateurs qui ont pu être consultés préalablement au lancement de la procédure. Et ensuite, sur le caractère gratuit des études et échanges préalables, c'est une vraie question puisqu'effectivement, on nous parle d'information, mais également de réalisation d'études. Donc on peut penser qu'à partir du moment où on réalise des études, on est véritablement déjà sur de la prestation de service. Donc de fait sur finalement la commande d'une étude. Donc faut-il rémunérer ces études, à quelle hauteur? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on est sur un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en dessous de 25 000 euros? Ou faut-il déjà appliquer une petite procédure de passation à ces marchés si on sollicite plusieurs opérateurs économiques? Et puis dans ces cas-là, est-ce qu'on n'augmente pas véritablement le coût de la procédure de passation pour les acheteurs? C'est une vraie question qui se pose. Alors ensuite, on nous interroge effectivement sur le formulaire ATTR-I1, donc qui remplace le DC3, donc l'acte d'engagement, qui devra être utilisé au moment de l'attribution du marché, alors que le DC3 était requis lors du dépôt des offres. Dans ces conditions, comment l'offre de prix du soumissionnaire doit-elle présenter? Alors c'est une vraie question puisqu'effectivement la DAJ a mis à jour sur son site les formulaires, donc les anciens, donc DC1, DC2 et DC3. Donc le DC3 est devenu cet ATTRI1. Qui est un modèle d'acte d'engagement. Donc la DAJ ne prévoit plus ni la signature du DC1 ni la signature de cet acte d'engagement, du moins au stade de la remise des offres, mais prévoit la signature de cet acte d'engagement que par le titulaire qui sera désigné attributaire du marché. On s'interroge véritablement sur cette exigence dès lors que, effectivement, dans les précédents textes, notamment dans le Code des marchés publics, on nous indiquait que faisait partie des pièces contractuelles du marché, notamment l'acte d'engagement signé. On n'a plus rien qui figure dans ce sens-là dans la nouvelle réglementation. Pour autant, il faut bien que l'accord des parties soit formalisé par un acte signé à notre sens. S'agissant de la formalisation de l'offre de prix, il nous semble qu'on peut rester sur l'exigence de la production au stade de la remise de l'offre d'un bordereau de prix unitaire ou du DPGF qui soit le cas échéant signé. Rien ne s'y oppose en tout cas dans la nouvelle réglementation, donc même si on ne signe pas forcément le formulaire ATTRI1 qui sera remis au stade de l'offre, on peut éventuellement demander au candidat de remettre une DPGF ou un BPU qui soit signé éventuellement. Ensuite, on nous interroge sur les marchés à prix mixte, savoir s'ils doivent être qualifiés d'accord cadre ou pas. Faut-il raisonner en termes de proportion du forfait par rapport à la partie du marché exécutable à bon de commande pour qualifier le contrat de marché ou d'accord cadre? Donc là, effectivement, il faut peut-être faire la différence entre la forme des prix, puisqu'un marché peut être conclu à prix selon des prix forfaitaires ou des prix unitaires, mais également selon des prix mixtes qui mêlent à la fois les prix unitaires et les prix forfaitaires, de la notion d'accord cadre, qui est finalement une technique un peu particulière d'achat. Alors la nouvelle réglementation prévoit en matière d'accord cadre que ces accords cadres puissent être exécutés soit par l'émission de bons de commande, la notion de marché à bon de commande n'existe plus en tant que tel, les marchés à bon de commande sont désormais des accords cadres, mais donc un accord cadre peut être exécuté soit par l'émission de bons de commande, soit par
des marchés subséquents, la passation de marchés subséquents. Et effectivement, lorsque l'accord cadre sera exécuté par des bons de commande, on sera plutôt sur un marché à prix unitaire, a priori. Et lorsque on sera sur du marché subséquent, là, on peut avoir recours éventuellement à des prix mixtes, à la fois unitaires et forfaitaires, ou uniquement à des prix forfaitaires. Mais je pense qu'il faut bien distinguer la forme des prix de la possibilité de passer des accords cadres. Alors, avez-vous des informations sur l'arrêté d'application de l'article 102 du décret concernant la signature des marchés? Non, pas particulièrement. Ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure de la TTRI 1. Effectivement, un arrêté est attendu sur les signatures des marchés, mais pour le moment, rien n'a filtré sur le site de la Direction des affaires juridiques, donc pas d'informations particulières. Quelles sont plus spécifiquement les règles applicables pour les structures qui étaient soumises à l'ordonnance de 2005 et donc les modifications à prendre en compte? Donc on en a vu un certain nombre effectivement, notamment la modification principale pour les organismes jusqu'ici soumis à l'ordonnance de 2005, c'est véritablement la généralisation de l'allotissement. On a des obligations un peu spécifiques qui s'appliquent donc aux offices publics de l'habitat qui étaient jusqu'ici donc des établissements publics locaux soumis à l'ordonnance de 2005. On a notamment des modifications qui concernent la composition de leur commission d'appel d'offres avec là encore un gros point d'interrogation puisque a priori dans le projet de loi de ratification de l'ordonnance, des modifications sont à attendre sur la composition des CAO des offices publics de l'habitat. On a un régime d'exécution financier donc pour ces offices publics de l'habitat qui est calqué désormais sur celui des collectivités et groupements, comme on l'a dit. Et après, pour tous les pouvoirs adjudicateurs qui étaient soumis jusqu'ici à l'ordonnance de 2005, on a quand même un certain nombre de modifications, mais qui sont les mêmes pour ceux qui étaient soumis au Code des marchés publics, avec donc cette possibilité de sourcing, des modalités de coopération public-public qui sont quand même renforcées. On n'en a pas parlé, mais une modification de la définition des marchés publics de travaux qui ne renvoie plus expressément à la notion de maîtrise d'ouvrage public. Donc on a la question notamment concernant les contrats de VEFA qui se pose, à savoir est-ce qu'ils vont être de manière plus automatique qualifiés de marché public de travaux ou pas. Et ensuite on a toutes les obligations bien évidemment en termes de dématérialisation ou de recours aux marchés publics globaux qui ont été un petit peu assouplis. On nous interroge également sur le fait de savoir si le in-house s'applique au SEM ou pas. Alors là-dessus, c'est une question qui doit être vraiment appréhendée avec beaucoup de pincettes parce que effectivement, on a des conditions de recours aux ce qu'on appelle les contrats de quasi-régie, donc encore qualifiés de contrats in-house, qui ont été un petit peu assouplis par l'ordonnance du 23 juillet 2015, puisque désormais, bien qu'il faille toujours démontrer un contrôle analogue sur l'entité dédiée, on a la possibilité que cette entité exerce 20% de ses activités pour le compte de tiers. Et effectivement, si l'entité ne doit pas comporter de participation directe de capitaux privés, on a une exception lorsque ces participations de capitaux privés sont sans pouvoir de contrôle ni de blocage, et on se pose la question notamment de la possibilité d'avoir des entités in-house qui comportent des participations indirectes également de capitaux privés. S'agissant des SEM, c'est vraiment une analyse au cas par cas qui doit être préconisée en fonction de l'activité et de la composition de l'actionnariat de chacune des sociétés d'économie mixte. Il n'y aura pas effectivement de généralisation à notre sens de l'exception in-house à l'ensemble des SEM. Il va falloir examiner au cas par cas si, en fonction de la composition de l'actionnariat, on peut considérer que les participations privées qui sont très minoritaires ne permettent pas d'avoir un pouvoir de contrôle sur les décisions et les organes de gouvernance de la société, ni d'exercer un pouvoir de blocage au sens du droit des sociétés. Et effectivement, dans ces cas-là, on pourrait éventuellement qualifier les SEM d'entités in-house, mais vraiment à prendre avec beaucoup de prudence et examiner au cas par cas. Alors, pour justifier un cas de dérogation à l'allotissement en MAPA, qu'appelle-t-on les documents relatifs à la procédure? Ce sera éventuellement la lettre de consultation que vous enverrez au candidat. Dans un MAPA, vous le savez, on n'a pas une obligation véritablement de remettre un règlement de consultation avec un CCAP, un CCTP. Donc, éventuellement, dans la simple lettre de consultation que vous enverrez au candidat, il sera nécessaire de justifier les motifs de ce non-allotissement.
Alors, que peut-on réellement régulariser pour des offres irrégulières s'il n'est pas possible de modifier des caractères substantiels de l'offre? Alors ça peut être notamment, on a pensé au défaut de signature. Alors c'est vrai qu'on se pose la question maintenant de savoir si ces actes d'engagement doivent être signés ou pas. Mais typiquement, on a déjà eu des cas où on devait rejeter des offres dont l'acte d'engagement n'était pas signé. On se disait que ça pouvait éventuellement rentrer dans ces cas de régularisation. Après, sur des marchés dans lesquels on a des bordereaux de prix avec énormément de lignes et notamment quelques lignes qui ont pu être oubliées par tel ou tel soumissionnaire, éventuellement, est-ce que ça pourrait rentrer dans des cas de régularisation de l'offre? Il nous semble que ça doit faire là aussi l'objet d'un examen au cas par cas, mais que ça pourrait rentrer dans ces conditions-là. Oui, je peux prendre ça, c'est pas hyper intéressant. C'est là les questions. Alors, on nous interroge sur l'articulation entre l'article 107 du décret Open Data et l'article 104 sur les avis d'attribution. Quelle articulation entre ces deux dispositions? Alors, c'est ce que je vous disais, à mon sens, ce qui va figurer dans l'Open Data sont peu ou prou les mêmes données qui figurent dans les avis d'attribution. Par contre, les avis d'attribution ne sont désormais obligatoires que pour les marchés passés selon des procédures formalisées, donc au-dessus des seuils européens, alors que l'Open Data sera applicable à tous les marchés publics, quel que soit leur montant. Et on a aussi pour l'Open Data l'obligation de bien mentionner toutes les modifications qui interviennent en cours d'exécution du marché. Donc sur l'Open Data, on est sur une obligation de transparence et d'information qui est quand même assez renforcée par rapport à la publication d'un avis d'attribution. Maître, une nouvelle fois, je vous remercie donc d'avoir répondu à ces différentes questions. Bon, il y en avait beaucoup, hein, il fallait faire une sélection. Alors, je vous rappelle que les participants ont la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction donc, qui avait été envoyé dans l'invitation. Donc, je remercie toutes les personnes donc, qui ont assisté à ce webinaire consacré à ce décret du 25 mars et vous informe donc que les dossiers des numéros de mai et juin 2016 de la revue Contrat public porteront donc spécifiquement sur l'analyse de ce décret du 25 mars. Voilà, je vous remercie.